face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Mélanie Agazon qui s'est réorientée à 42 ans. Mélanie a osé quitter un poste convoité par beaucoup, directrice communication pour le réseau social Instagram, pour suivre son rêve qu'elle avait enfoui depuis longtemps, devenir architecte d'intérieur. Mais comment transformer un rêve en projet concret et réalisable ? Mélanie nous raconte tout son cheminement, ses doutes, ses peurs, ses réussites et la fierté aujourd'hui d'avoir osé se lancer. Merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Je te propose de commencer par nous raconter ton histoire, ton parcours, en choisissant ce que tu as envie de nous raconter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Agazon et j'ai un parcours classique entre guillemets, c'est-à-dire plus jeune, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire plus tard. Et donc, une fois passé le bac, j'ai fait une école de commerce en me disant que ça m'ouvrirait potentiellement un peu n'importe quelle porte et je verrais bien. Et à la fin, en fait, de ces années d'école de commerce, je me suis dirigée par la communication parce que j'étais très attirée par ça. En tout cas, plutôt la publicité d'ailleurs dans un premier temps. Et donc, j'ai été faire un stage de conception-rédaction dans une agence de pub. Et le stage a été très chouette, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Et j'ai fini par glisser vers la communication plus spécialisée sur les relations presse. C'est né d'une rencontre. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était à la tête d'une agence et qui m'a dit « Ah, mais t'es sympa, viens bosser avec nous à l'agence, faire des relations presse. » Et je lui dis « Mais je sais pas du tout ce que c'est. » Il me dit « Ah, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, viens. » Donc, j'ai commencé comme ça et je me suis retrouvée, en fait, à faire un parcours, voilà, de communication avec un gros focus relations presse. J'ai fait plusieurs agences. Ensuite, j'ai voulu passer chez l'annonceur, donc j'ai fait 6 ans chez Sony dans la division électronique grand public. Et puis à ce moment-là déjà, je me disais, j'avais un peu envie d'entrepreneuriat. Il faut savoir que mes parents eux-mêmes étaient entrepreneurs, ils avaient un commerce de meubles, cuisine et salle de bain à Dijon. Et je savais qu'un jour, en fait, je viendrais à l'entrepreneuriat. Et en fait, en partant de chez Sony, je me dis allez, c'est maintenant, je vais me lancer. Et donc j'avais un projet comme ça, et j'étais prête en fait à me lancer. Sauf que à ce moment-là, j'ai commencé à construire une famille, c'est-à-dire que j'ai eu mon premier enfant. Et tout le monde autour de moi me disait oh là là, t'es sûr que tu vas monter une boîte maintenant, tu vas voir un enfant, ça change quand même la vie. Et effectivement, ils avaient pas tout à fait tort. Après la naissance de mon premier enfant, enfin voilà, tu te sens, c'est tout nouveau, t'es vite voilà débordé, dépassé par les événements, et je me suis dit que c'était pas tout à fait le moment. Donc à la fin de mon congé maternité, j'ai commencé à regarder un peu les offres d'emploi, et puis en fait c'est à ce moment-là que Instagram m'approche pour un poste de direction de communication, et je me dis mais tiens, pourquoi pas. J'étais pas du tout accro à Instagram à ce moment-là, mais je me dis j'avais envie de sortir un peu de la tech et ce qu'on me vendait dans ce poste, c'était une grande autonomie, ce que moi je cherchais absolument. Et en fait, j'ai adoré ce poste parce que j'ai passé 6 ans à diriger la communication d'Instagram en France et en Europe du Sud. Et j'ai adoré ce poste parce que effectivement, j'ai eu une grande autonomie et c'était un peu un poste d'intrapreneur, c'est-à-dire vraiment d'entrepreneur mais en interne. Donc un peu chouette parce que tu as toutes les ressources que tu n'as pas quand tu montes une entreprise et en même temps t'as une totale liberté sur tes actions. Et puis voilà, et au bout de
en fait, au moment où le Covid est arrivé et qu'on nous a demandé de télétravailler à plein temps et de réduire à zéro toutes les interactions physiques, là, ça commençait à être un peu difficile pour moi et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me re-questionner et à me dire, mais finalement, en fait, du coup, le fait de télétravailler à nouveau, enfin de télétravailler en fait à plein temps plutôt, parce qu'on était des habitués du télétravail chez Instagram, ça a fait qu'en fait j'ai perdu un peu tous les côtés que j'aimais énormément dans mon travail. Donc aller à la rencontre des gens, faire des événements, voilà, toutes les interactions sociales comme ça. Et en fait on a énormément travaillé. Et puis à la communication, c'est un peu la sollicitation jour, nuit, week-end. Enfin voilà, t'es un peu sur le pont tout le temps. J'ai pas de souci avec l'investissement en temps et de travailler beaucoup. En revanche, voilà, j'avais plus les côtés sympas de ce job et j'ai commencé à me dire bon, c'est quoi la next step? Ça faisait un petit moment que je me disais, avant même de commencer vraiment à me questionner, mais je commençais à me dire tiens, après la direction com d'Instagram, ça va être quoi? Parce qu'en fait, je le dis dans une vidéo, j'avais un tas le Graal, pas le Graal au sens où tout le monde rêve de ça, mais le Graal dans le sens où voilà, j'étais à la plus haute fonction de la communication. Du coup, tu te dis demain, qu'est-ce que je fais? Je peux pas retourner dans une entreprise classique parce que je suis souvent déjà comme un lion en cage et donc retourner dans une entreprise très hiérarchisée avec des process très compliqués, ça m'aurait pas convenu du tout. Après, j'aurais pu vouloir faire la même chose ailleurs, c'est-à-dire aller chez un concurrent et voilà, prendre un poste, mais je me suis dit, passer les 6 premiers mois vraiment d'excitation, de découverte, de nouveaux projets, de nouveaux collègues, en fait, il y a un moment donné où je vais arriver exactement au même stade. Et du coup, j'ai commencé à faire ce cheminement et à me dire, il faut que je trouve en fait ce que j'ai envie de faire après. Et puis le mélange de donc crise du Covid et puis crise de la quarantaine aussi a fait que en fait j'étais un peu paumée et je me suis dit mais en fait j'ai aucune idée de ce que je vais faire après quoi. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette envie très forte d'entrepreneuriat et aussi d'indépendance et de changement. En fait, j'aime la com, j'aime énormément ce métier-là, mais j'avais vraiment besoin de changer. Et en fait, une amie me dit « Ah, mais pourquoi tu fais pas le parcours chance ? Tu devrais faire ce parcours. En fait, c'est un programme d'auto-coaching en ligne qui aide les gens à trouver leur voie. Tu devrais faire ça. Ça peut pas ça peut potentiellement t'aider. » Donc, j'ai suivi ses conseils. J'ai fait le parcours chance. Et puis, il y a eu plusieurs choses en fait qui ont été clés pour moi à ce moment-là. C'est que tu démarres, t'as un gros moment d'introspection où tu vas en fait, et c'est ce que j'ai aimé chez Chance, pas juste regarder ce que tu sais faire, parce que sinon, clairement, je serais restée dans la communication, mais aussi ce que tu aimes faire, qui tu es, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite. Il y a plein de moments où on te demande de décrire des situations professionnelles ou non dans lesquelles tu t'es senti particulièrement à ta place, épanouie, etc., d'essayer d'analyser pourquoi. Donc ça aide déjà à poser les premiers jalons. Et puis ensuite, en fonction de tes moteurs et de tes aspirations, et uniquement en fonction de ça, l'algorithme en fait de Chance te propose un certain nombre de métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont très différents. Donc parce qu'à un moment donné, j'avais par exemple dit que j'aimais transmettre, ça m'a évidemment fait remonter le métier d'enseignant, et très vite j'ai écarté cette proposition parce que je savais que ça me correspondait pas, parce qu'en fait j'avais pas envie d'être enfermée, donc d'être sédentaire, je suis pas hyper pédagogue, j'avais pas non plus envie d'être avec des enfants toute la journée, d'être soumis à des horaires, etc. Donc voilà, je l'ai écarté. Mais en revanche, j'ai étudié d'autres pistes où je me suis dit, tiens, ça, pourquoi pas? Et en fait, à ce moment-là, Chance te dit, les pistes que tu sélectionnes, il faut que tu ailles à la rencontre d'experts, c'est-à-dire de gens qui font ce métier-là, pour te confronter à la réalité du métier. Donc j'ai étudié quelques pistes, entrepreneur, au sens large, agent de talent, parce que je me disais tiens, c'est peut-être pas si éloigné de ce que je fais aujourd'hui et pourquoi pas, marchand de biens, et puis architecte d'intérieur. Et en fait, en me confrontant aux experts, je me suis vite rendu compte que la plupart des métiers correspondaient pas à l'image que je m'en étais faite et ne correspondaient pas à mes attentes. Parce qu'en fait, également dans le parcours Chance, ce qui est bien aussi, c'est que ça m'a permis en fait de me poser et de redéfinir mes priorités.
Bien sûr que l'argent, tu vois, l'aspect financier est important parce qu'il faut pouvoir gagner sa vie pour couvrir les frais fixes, etc. Mais c'était pas le critère le plus important. Et j'ai réussi à définir que ce que je voulais absolument et par-dessus tout, c'est être indépendante, donc travailler pour moi, choisir les gens avec qui j'allais travailler, avoir un métier dans lequel je mets un peu, tu vois, ma créativité au service des autres, et puis pouvoir organiser mes journées, être un peu flexible comme je le voulais. Je m'en fichais de continuer à travailler beaucoup, mais ce que je voulais, c'était de le faire à ma façon. Et donc, une fois les experts en fait rencontrés et un peu mes priorités et mes souhaits actés, je me suis rendu compte que finalement l'architecture d'intérieur était vraiment ce qui cochait en fait toutes mes cases. Et puis c'était un truc que j'avais en fait enfoui depuis très longtemps parce que quelques années après avoir démarré ma carrière dans la communication, j'ai souvent dit en fait à mes parents ou à mes proches, tiens, si j'avais pas fait de la communication, j'aurais fait architecte d'intérieur. Et ma mère me disait, oh, mais il est pas trop tard. J'ai dit, non, mais 5 ans d'études en fait, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que j'ai pas adoré étudier. J'aime bien apprendre, mais j'aime apprendre sur le terrain, quoi, en faisant et pas en restant sur les bancs de l'école, en apprenant comme ça. Donc c'était vraiment hors de question. Et en fait, du coup, pendant le parcours chance, je découvre en fait qu'il existe, et en m'entretenant avec ces experts, je découvre qu'il existe des formations courtes pour les adultes qui se reconvertissent. Et je me dis, en fait, ouais, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que je peux me permettre de faire moins d'1 an de formation et de me lancer. Donc, en fait, ça a été un peu la libération. Sauf que pendant le parcours chance, je suis passée par des phases où je me suis dit, mais en fait, je vais jamais trouver ma voie. Ça se trouve, en fait, voilà, je suis juste bonne à faire de la communication et je vais pas savoir faire autre chose. Donc, j'ai eu un petit moment un peu de stress, de doute, voilà. Mais finalement, voilà, avec la rencontre avec les experts, ma coach, et de creuser un peu ce métier, ce qu'il existait comme formation et comme programme, j'ai fini par acter ce projet professionnel. Puis ça a été en fait une vraie et libération et renaissance, parce que c'était hors de question que je quitte, mon job sans savoir ce que j'allais faire derrière. Ça aurait été une énorme source de stress. En revanche, maintenant que je sais ce que je vais faire, je me donne tous les moyens et j'ai pas attendu pour commencer, à me former et à y aller et avoir vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Donc, si j'entends bien, une des raisons pour lesquelles t'as enfoui ce rêve, quelque part d'enfant pendant toutes ces années, c'est à cause du blocage de la formation, c'est ça, ou il y avait autre chose aussi? C'est vraiment le blocage de la formation. Puis je pense que on a tous des peurs, on a tous des freins qui nous empêchent en fait de réaliser nos projets. Moi, j'avais aussi peur en fait bien sûr de l'aspect financier. On va pas se mentir, je travaillais dans de bonnes conditions. C'est compliqué de se dire est-ce que je vais réussir à renoncer à ça et à repartir de zéro. En fait, il y a aussi un côté de se dire mais comment je vais faire pour vraiment repartir de zéro, sortir de cette zone de confort où d'un coup je vais être débutante à nouveau. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est une phrase de ma coach qui m'a dit mais en fait, vous êtes tous sauf débutantes. Quand vous allez démarrer votre métier d'architecte d'intérieur, vous ne serez pas débutante puisqu'en fait, vous ne sortez pas d'école, vous avez déjà énormément d'acquis via votre carrière dans la communication et en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a énormément de compétences qui sont transférables. Vous gérez un projet, vous allez le gérer tout pareil comme vous allez gérer un chantier. Vous gérez des équipes, là vous allez coordonner des artisans, etc., etc. Et en fait, du coup, elle m'a rassurée aussi sur le fait que, en fait, je savais déjà faire beaucoup de choses et que c'était simplement la partie technique, savoir vraiment de compétences techniques qui me manquaient aujourd'hui pour exercer cette profession. Mais c'est vrai que on retarde parce que ça fait peur, parce que c'est un peu vertigineux. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est pas que c'est une question de survie, mais c'est de se dire j'ai envie d'être bien, d'être aligné avec moi-même, d'être en phase. Et puis c'est un cycle aussi, c'est-à-dire ça faisait 20 ans que je faisais ça. Et en fait, potentiellement, il me reste plus de 20 ans à travailler. Donc, en fait, j'étais un peu à mi-parcours dans ma vie professionnelle. Et je me dis, voilà, c'est le moment ou jamais, en fait. Et puis après,
c'est des choses que tu étudies par rapport à ton profil, c'est-à-dire voilà, on en a parlé avec mon compagnon, on a regardé, on a aussi même si on gagnait bien notre vie tous les deux, quand on a acheté un appartement, on a fait en sorte d'être super raisonnable sur les mensualités, parce qu'on savait que si demain tout s'arrêtait, il fallait continuer quand même à payer, etc. Donc voilà, après c'est un calcul à faire. T'as aussi beaucoup d'aides aujourd'hui via Pôle emploi, via la région, via plein de choses pour t'aider aussi à t'en sortir. Donc voilà, c'est vraiment un calcul à faire. Mais évidemment, c'est des sacrifices aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va gagner moins d'argent, que ça va être difficile, qu'on va s'investir beaucoup, que il y aura plus personne pour nous aider à gérer les galères, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'ont globalement, j'ai plutôt reçu des messages positifs et bienveillants par rapport à ma reconversion, que ce soit de gens que je connais ou de gens qui me sont étrangers. Mais il y avait aussi des gens qui se disaient, ah là là, mais est-ce qu'elle est bien sûre de mesurer à ce qu'elle va faire, parce que c'est pas tout rose. Mais bien sûr, d'abord chez Instagram, tout n'était pas rose. On a des galères aussi, c'est dur. On travaille quand même sous pression, on travaille beaucoup, même si on le fait dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est un métier qui est quand même exigeant. Et moi, j'ai pas du tout de problème pour travailler beaucoup, c'est-à-dire que je cherchais pas une planque. J'avais juste envie de trouver le métier dans lequel j'allais m'épanouir sur la deuxième partie de ma vie professionnelle. Donc moi, m'investir beaucoup, c'est pas un souci, et je suis très lucide, et c'est la rencontre des experts qui est clé aussi pour ça, c'est que ça t'aide à voir la réalité du métier, c'est-à-dire bien sûr que la partie créative, elle occupe une place dans ce métier-là, mais que derrière, t'as aussi beaucoup de galères. Faut trouver les bons artisans, faut bien s'entendre avec eux. T'as des pénuries de matériaux, t'as des galères de chantier. Tu peux avoir des clients qui sont très exigeants et donc qui te mettent aussi la pression de ça. Mais je suis préparée à ça. Et en fait, quand tu choisis un métier qui te plaît, du coup, voilà, c'est juste réussir à trouver la bonne balance entre ce qui te plaît, ce qui t'anime, et puis les galères qui vont avec. Et je dis souvent, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais tu vois, il y a quelqu'un qui a dit choisissez votre métier, vous n'aurez plus à jamais travailler de votre vie. Mais ça, c'est complètement illusoire. C'est-à-dire que bien sûr, choisir son métier, déjà c'est un luxe, c'est hyper important, et vraiment moi quand j'éduque mes enfants, je leur dis pas faut que tu travailles bien à l'école pour être médecin. Je leur dis faut que tu travailles bien à l'école pour avoir le choix, parce que c'est le travail, t'y passes je ne sais combien d'heures par jour, donc mieux vaut s'épanouir dans son travail. En revanche, c'est faux que de dire t'auras plus jamais à travailler. C'est pas vrai, parce que il y a aucun métier qui est idéal dans lequel tu n'as aucune galère ou tout est rose. Mais ça, j'y suis préparée, et je suis prête à m'investir beaucoup et à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Ça me fait penser à ce que ma coach m'avait dit quand je m'étais réorientée, que le job idéal n'existe pas, à l'instar de l'appartement idéal ou du mec idéal. Elle m'avait dit, je confirme. Mais il y a effectivement une combinaison de beaucoup de critères qui se réfléchissent, et c'est effectivement ce qu'on approche à travers le parcours chance. Et tu parlais juste avant de cycle, justement. Ouais. Et je voulais te poser une question, parce que tu en avais parlé dans une autre vidéo de cycle de 6 ans, pour toi en tout cas. Et je voulais te poser la question par rapport, tu sais, à cette expression qu'on entend souvent, la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Tu dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une crise de la quarantaine dans ton cas, ou est-ce que c'est vraiment juste le sentiment qu'un nouveau cycle commençait ? Je pense que c'est un mix des deux, très sincèrement. C'est-à-dire, je pense que 40 ans, c'est quand même un âge un peu charnière, parce que tu as acquis une certaine maturité. En général, c'est l'âge où, si tu as voulu fonder une famille, elle est fondée, voilà, tu as eu des enfants, etc. Et donc là, le point central, c'est de dire, ok, est-ce que je suis à ma place, d'ailleurs à tout niveau, y compris au niveau personnel. Mais voilà, est-ce que je suis bien dans mon couple, est-ce que avec mes enfants ça se passe bien, et est-ce que professionnellement, tu vois, je suis bien, parce que voilà, je le disais juste avant, t'es un peu à mi-parcours dans ta vie professionnelle, puisque la retraite, c'est à 60 ans et quelques. Donc, à 40 ans et plus, tu te dis, bon, est-ce que, j'ai encore envie de faire ça pendant potentiellement les 20 prochaines années. Donc, je pense que oui, c'est pas une légende. Je pense qu'il y a plusieurs âges auxquels tu te poses des questions. Et puis, c'est assez sain, je trouve, de se poser, de prendre le temps, de faire un peu le bilan de ces dernières années, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai appris, et de quoi j'ai envie en fait pour les prochaines années. Donc je pense qu'il y a ça.
Et puis après, le cycle des 6 ans, ça c'est plutôt personnel. Moi, j'ai jamais fait plus de 6 ans dans une entreprise parce que, en fait, je me sens vite, je le disais un peu avant, mais je me sens vite comme un lion en cage. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Je suis très, c'est vraiment mon côté entrepreneur, mais j'ai tout le temps envie de faire 1000 trucs à la seconde. Et en fait, quand t'es dans une structure qui n'est pas la tienne, forcément, qu'à un moment donné, il y a tu peux pas faire tout ce dont tu as envie. Donc en fait, au bout d'un moment, moi, quelque part, ça crée de la frustration et du coup, j'ai envie de pouvoir me dire, mais tout ce que j'ai dans la tête, j'ai envie de pouvoir l'accomplir, quoi. Même si c'est parfois très ambitieux, etc. Mais j'ai du potentiel, j'ai de la ressource, j'ai des envies, j'ai des idées. Laissez-moi exprimer tout ce que j'ai à exprimer, quoi. Donc du coup, c'est le hasard. Ça a été 6 ans à chaque fois, sauf dans les agences précédentes où c'était un petit peu moins long. Mais en tout cas, chez Sony et chez Instagram, je suis restée 6 ans. Et voilà, c'est le cycle pour moi. J'espère juste que maintenant, avec l'architecture d'intérieur, ça durera un peu plus longtemps, mais je pense déjà à la diversification, c'est-à-dire je me dis dans un premier temps, j'ai envie de faire des rénovations d'appartements, de maisons, de particuliers, etc. Dans un deuxième temps, quand j'aurai peut-être un peu plus d'expérience, faire aussi du commercial, c'est-à-dire des boutiques, des bureaux, des hôtels, des restaurants, j'en sais rien. Mais après, je pense déjà à l'après. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est des collabs? Est-ce que c'est lancer ma propre gamme de je ne sais quoi, de mobilier ou autre? Enfin, et ça aussi, c'est mon côté communicante. J'ai hyper envie j'ai besoin de me nourrir de tout ça, de créer en permanence. Et je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de diversifier mon activité. Ça me fait penser à une question qu'une jeune fille m'a posée à une conférence, parce que je te rejoins un peu sur le côté beaucoup d'appétence, beaucoup d'envie, etc. Et elle était un peu comme ça aussi. Elle m'a posé une question qui m'a bien marquée et elle me disait « Mais comment tu fais avec toute cette envie, toute cette énergie, toutes ces impulsions pour pas être tout le temps le nez dans le guidon et pas manquer le moment où en fait il faut que tu fasses une pause et que tu te laisses du temps en dehors du travail ?» C'est le genre de question que tu te poses parfois ou... Je me la pose pas, c'est bien le problème. Je me suis retrouvée dans une situation où effectivement, on était quand même une petite équipe chez Instagram pour énormément de travail et du coup, je m'en rajoutais en fait, c'est-à-dire que comme j'avais envie de faire des choses, j'étais tout le temps en train d'initier des projets, etc. Mais après, j'ai tiré la langue pour les faire atterrir ces projets parce que c'est difficile, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Mais après, c'est aussi là-dedans que je m'épanouis le plus, c'est-à-dire j'aime pas trop la routine où tu vois c'est un peu calme, etc. Néanmoins, j'aurais quand même dû m'accorder quelques pauses aussi parce que c'est difficile tu tires la langue en permanence, etc. Mais encore une fois, j'ai trouvé aussi mon compte parce que c'est ça qui me passionne, quoi. C'est vraiment d'imaginer from scratch, c'est-à-dire d'avoir une feuille blanche, d'imaginer complètement quelque chose, en l'occurrence chez Instagram des campagnes de communication, et ensuite de les développer jusqu'à l'atterrissage. Donc puis c'est hyper moi j'étais fière honnêtement des choses que j'ai accomplies chez Instagram, pas tant pour ma gloire personnelle mais aussi parce que on a aidé à rendre visibles des gens qui ont peu de visibilité, on a fait des choses chouettes, innovantes que les autres faisaient pas forcément et du coup c'est chouette mais ça a un prix quoi, c'est beaucoup d'investissement. Donc effectivement là j'avais aussi besoin peut-être de lever le pied un peu, même si encore une fois, je suis très lucide sur ce qui m'attend. Et en fait, quand t'es entrepreneur, c'est du non-stop. Et puis, au début, t'as pas d'équipe, t'as pas de soutien, donc voilà. Mais je sens quand même que j'ai de la ressource pour pour faire tout ça. Et tout ça, toute cette énergie, est-ce que tu penses que c'est forcément dans la bulle professionnelle que tu peux le trouver, l'investir, ou est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce que à ce moment-là de ta remise en question autour des 40 ans, tu as également remis en question d'autres choses de ta vie perso, sur tes hobbies, ton développement personnel, etc. Le lieu de vie Alors le lieu de vie, on l'a changé effectivement pendant le confinement. C'était un peu un hasard en fait, c'est-à-dire que on a 3 enfants. Et, mon compagnon avait déjà un enfant avant qu'on se rencontre, donc on a 3 garçons et on était dans un appartement avec juste une chambre, donc ça commençait à être juste 2 chambres pardon. Donc une chambre pour 3 enfants, ça commençait à devenir compliqué. Et pendant le confinement, on se met à regarder, tu vois, les annonces par hasard et on tombe sur un appartement du coup qui était un petit peu plus grand et qui allait nous offrir une meilleure qualité de vie. Et ça a changé clairement notre vie. Donc ça, c'était voilà. Et du coup, une fois que le foyer en fait était
à nouveau rayonnait, tu vois, à nouveau. Là, j'ai eu besoin de me reconcentrer sur ce qui allait un petit peu moins bien, c'est-à-dire le travail, où je me dis ah là là, mais j'y trouve moins mon compte parce qu'il me manque justement toutes ces interactions sociales, ces événements, à la rencontre de la communauté, etc. À titre personnel, moi, j'ai toujours travaillé sur moi, donc c'est pas nouveau et c'est pas dû à la crise des 40 ans, mais je trouve que c'est assez sain à un moment donné de faire un peu le bilan, de voir ce qui va pas, d'essayer de s'améliorer, de se remettre en question, donc ça je l'ai toujours fait, ça n'a pas été dû à une crise d'âge ou un cycle. Et après c'est juste à des moments en fait je me laisse facilement submerger justement par cet investissement de travail, et il y a eu des moments où mon corps sonnait un petit peu l'alerte et que me disait en fait tiens, tu t'accordes même pas quelques minutes pour ni méditer ni faire du sport, etc. Donc il y a des moments je me suis vraiment bougée pour reprendre le sport et en fait évacuer en fait cette énergie, cette pression, etc. parce que c'est vital de se bouger, mais en fait pendant le confinement ça a été très très dur justement parce que j'étais complètement sédentaire et de 8h30 à 19h30, j'étais devant l'ordi à ne rien faire d'autre et j'arrivais même pas à me dire tiens, fais une pause, va marcher une demi-heure, etc. Donc c'est voilà. Maintenant tout ça m'a quand même ce confinement et cette crise, ça m'a quand même aidé à prendre de meilleures habitudes pour me sentir bien aussi, quoi. Et c'est quoi ces alertes dont tu parles que ton corps te donnait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui potentiellement n'entendent pas justement ce que leur corps leur dit quand le mental... En fait, c'est que t'es épuisé en permanence. Puis franchement, être derrière un écran toute la journée, alors moi j'ai des problèmes de vue depuis toujours, alors là je te jure, je suis à deux doigts de prendre un chien tellement je vois plus rien du tout. Enfin, je suis obligée de porter maintenant mes lunettes en permanence parce qu'en fait je pense que vraiment d'être sur les écrans, ça a quand même pas aidé ma vue à s'améliorer, au contraire. Et puis l'âge aussi fait, c'est-à-dire que en consultant une ophtalmo, elle m'a dit mais en fait vous avez compensé toute votre vie, sauf que là à 40 ans ça passe plus, donc voilà. Et puis c'est tu vois des migraines, enfin tu prends pas l'air de la journée, t'es enfermé, t'es même pas sorti, etc. Enfin c'est presque pas humain en fait. Donc c'est des petites alertes comme ça, tu vois, à force d'avoir des migraines et d'être fatigué en permanence. Et puis après du coup tu deviens aussi un peu tu cries après tes enfants pour un oui, pour un non, et en fait t'aimes pas ça parce que tu te reconnais plus, mais en fait c'est parce que juste à un moment donné t'étais pas en pleine conscience et tu t'es pas dit attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, la terre va pas s'écrouler si je sors marcher une demi-heure, quoi. Donc mais c'est pas facile en fait, t'es pris dans un espèce d'engrenage, il y a toujours une urgence, toujours un truc à faire, toujours un mail auquel il faut répondre, une notification qui arrive, et il faut simplement arriver, mais c'est très difficile, arriver à décrocher, à prendre de nouvelles habitudes, à, tu vois, te caler des moments où tu coupes toutes tes notifications et tu peux travailler aussi paisiblement sans être interrompu, etc. Parce que tout ça, ça vient nourrir cette fatigue et ces migraines, quoi. Donc ça se manifestait principalement comme ça. Et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour pas que ça te réarrive dans ta nouvelle aventure entrepreneuriale? T'apprends plein de choses, hein. Franchement, l'expérience chez Instagram, elle a été hyper formatrice aussi. Donc, c'est vraiment de trouver un bon équilibre. C'est-à-dire que je sais que je vais travailler beaucoup parce que, en plus, pour pouvoir vivre, même financièrement, il va falloir que, quand même, je travaille beaucoup, etc. Mais c'est juste vraiment s'accorder des plages, s'accorder du temps aussi pour soi, sans se dire d'aller, c'est illusoire de dire je vais aller me faire masser une fois par semaine. Tout, c'est pas du tout ce délire-là, mais c'est plus de dire, ok. Tu vois, le matin et le soir, je vais continuer d'aller emmener chercher mes enfants, je vais m'accorder des vraies pauses, je vais prendre le temps d'aller me nourrir aussi, d'aller nourrir ma créativité, donc tu vois, d'aller faire des expos, des balades, d'aller me nourrir de mille façons que ce soit, prendre le temps aussi, tu vois, de me poser une demi-heure, d'écouter un podcast justement, enfin voilà, toutes ces choses-là, je le fais de plus en plus, et puis de s'imposer un espèce de rythme où t'es assez strict, parce qu'en fait, plus tu donnes parfois à tes clients et je le sais parce que mes parents l'ont beaucoup fait, à un moment donné on avait le même numéro de téléphone que dans le commerce de mes parents, mais le téléphone sonnait jusqu'à 22h le soir, et pour des choses qui pouvaient clairement attendre le lendemain, mais en fait plus tu te rends disponible pour les gens et plus en fait ils s'engouffrent dans le truc.
Parce que nos auditeurs le savent pas forcément, mais tes parents étaient aussi dans ce milieu. Exactement, c'est-à-dire donc ils vendaient des meubles cuisine et salle de bain. Mon père avait fait des études de génie civil, donc c'est vraiment en lien avec l'architecture. Je l'ai vu dessiner, tu vois, des plans toute sa vie, aménager des volumes, etc. Donc c'est pas anodin non plus parce que j'ai baigné dans cet univers-là. J'étais tout le temps dans le commerce de mes parents qui était collé à notre maison. J'ai fréquenté plein d'artisans, évidemment beaucoup de menuisiers, d'ébénistes, mais aussi des peintres, des carreleurs, enfin etc. Et en fait, je pense que tout ça c'est pas anodin. Et mon père est malheureusement décédé il y a 12 ans, mais je sens, c'est fou, je sens vraiment comme une force et comme un truc qui me dit mais vas-y, t'es sur la bonne voie et franchement tu vas y arriver. Et je me sens vraiment pleine de force et d'énergie. Et en fait, le parcours chance m'a aidé aussi à un truc, c'est que moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, oh là là, ici et machin, et qui suis pleine de doutes, etc. J'ai quand même de la confiance en moi parce que je sais que je suis capable de faire de belles choses, mais je suis aussi pleine de doutes. Et en fait, chance, ça m'a aidé à me dire, attends, concentre-toi sur le positif, aie confiance, crois en toi, parce qu'en fait, si toi tu crois pas en toi, les autres vont pas le faire à ta place. Et en fait, du coup, maintenant, dès que j'ai une espèce de pensée avec des doutes qui arrivent, etc., je la chasse immédiatement, quoi. Parce que je me dis, en fait, bien sûr, je suis consciente de faire partie des gens qui sont très privilégiés, mais je prends un risque quand même. C'est-à-dire, je sais pas si ça va marcher, je sais pas. Est-ce que je vais réussir à trouver des clients? Est-ce que je vais pas faire des grosses bêtises? Est-ce que voilà? Mais je me dis, de toute façon, ce que je veux par-dessus tout, c'est tenter l'aventure, puisque l'entrepreneuriat me titille depuis trop longtemps. Ce métier me fait envie depuis très longtemps aussi, donc je veux tenter. Si je tombe, je me relèverai et j'apprendrai. Et puis si je réussis, c'est génial parce que voilà, je me dirais punaise, mais t'as tellement bien fait. Donc vraiment, je n'écoute plus mes peurs en fait. Et puis mon compagnon a lui aussi, hasard du calendrier, il a monté une entreprise en fait l'année dernière. Alors lui est resté dans le même secteur d'activité de médias. Il a monté une entreprise qui s'appelle Orso Média et c'est un label de podcasteurs indépendants. Ça marche très bien, etc. Mais j'étais impressionnée parce qu'en fait, il a plaqué un gros job chez BFM Business pour se lancer, etc. Mais en fait, lui, il me dit, je me pose aucune question. Donc, il y est allé comme ça et sans se poser de questions. Et aujourd'hui, il regrette pas du tout, ça marche, il est très content. Enfin, voilà. Et en fait, ça m'a donné aussi de la force. Je me suis dit, mais attends, si lui peut le faire, pourquoi moi je suis là à écouter mes peurs et mes doutes, quoi. Il faut arriver à écouter aussi le positif, puis à y croire un minimum. Mais c'est aussi des personnalités. Je pense que c'est pas que tout le monde n'est pas capable, mais je pense que c'est en soi. Il y a des copains qui me disent jamais je monterai ma boîte, jamais j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de collègues, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de tout ça. Moi, oui, j'aime beaucoup travailler avec les gens et j'ai besoin de ce lien social, mais je peux tout à fait délivrer toute seule et être indépendante et voilà. Mais être indépendante dans un domaine qui est nouveau, on n'a pas forcément le réseau, ça doit pas être évident. Comment on gère ce souci de réseau parfois Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Alors, j'avoue ne pas y avoir trop fait appel, mais j'ai constaté que quand même la communauté chance était extrêmement soudée, solidaire, etc. En fait, il y a des groupes Facebook sur lesquels les gens partagent leurs doutes et parfois même t'as des gens qui potent, ah là là, chance, c'est génial, mais moi je vais arrêter parce que je suis complètement paumée, j'arrive plus à être. Et tous les autres sont là, non, n'arrête pas, nous aussi on est passé par là, accroche-toi, tu vas y arriver, donne des conseils, etc. J'aurais pu faire appel à cette communauté pour justement échanger avec des experts. Il se trouve que dans pas mon entourage proche, mais en tout cas le cercle, tu vois, à +1, +2, il y avait des architectes d'intérieur, donc j'ai pu les solliciter pour échanger avec eux et franchement tous m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'avais déjà un peu mis un pied là-dedans en coordonnant des entreprises, les interrogeant, faisant faire des devis, aller choisir des matériaux, etc. Et donc ça te met quand même un petit pied à l'étrier, mais c'est vrai que en fait, il faut réussir. C'est pas évident. Et puis surtout, c'est pas évident de passer de la casquette Instagram où tu dis bonjour, je suis directrice communication de Instagram et là toutes les portes s'ouvrent, à bonjour, je repars de zéro et je veux devenir architecte d'intérieur où là les portes s'ouvrent un peu moins.
Néanmoins, ça me redonne quand même un peu foi en l'humanité parce que je vois que les gens sont quand même globalement hyper bienveillants et depuis que je communique sur cette reconversion, j'ai reçu plein de messages spontanés qui me disent tiens, si t'as besoin d'aide, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je peux te présenter un tel. Enfin, donc c'est chouette. Il y a et j'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, je pense que à un moment donné, je solliciterai aussi le réseau Chance. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai participé à un événement Chance avec plein de coachs et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit tiens, moi je travaille pour des archis où j'accompagne, si tu veux je te mets en relation, etc. Donc c'est chouette quoi. Et du coup c'est vital en fait de rencontrer des gens dans le réseau dans lequel tu as envie de travailler parce que c'est la clé. Puis en fait ils te partagent des conseils qui sont extrêmement précieux et qui vont m'aider du coup à démarrer en essayant de pas faire les erreurs que peut-être eux ont commis quand ils ont démarré leur activité et maintenant qu'ils ont un peu de bouteille, voilà, ils me partagent de super conseils. Et c'est une aide dont tu profites, en tout cas, que ce soit par ton réseau personnel ou celui de Chance maintenant ou à l'avenir, mais aussi que toi, tu as envie de donner puisque tu participes au duo Chance avec Séverine. Exactement. En fait, j'ai beaucoup aimé la volonté de Chance d'aider les gens. Le fondateur Ludovic dit souvent, voilà, on n'a pas tous les mêmes chances au départ et c'est vrai. Et puis ensuite, on n'a pas tous la chance d'avoir dans notre réseau des gens qui font le métier qu'on rêve de faire. Et donc, j'ai accepté avec grand plaisir quand Chance m'a sollicité pour ouvrir mon carnet d'adresses. Franchement, c'est avec grand plaisir parce que je sais à quel point c'est difficile. Et du coup, j'ai été mis en contact avec Séverine, en fait, qui travaille dans une grosse entreprise. Elle a été au marketing, puis maintenant dans les forces de vente, enfin dans l'équipe commerciale, et elle a très envie en fait de faire de l'événementiel parce qu'elle en a déjà un peu fait, elle adore ça et voilà, c'est son truc. Sauf que voilà, elle avait besoin de se confronter encore une fois à des experts pour se conforter dans son idée ou en tout cas se confronter vraiment à la réalité du métier pour acter ce projet ou non. Et moi, j'ai eu la chance en fait de travailler via mes différentes expériences avec beaucoup d'agences événementielles. Donc voilà, très vite, j'ai contacté les gens que je connaissais qui ont des agences ou qui travaillent en agence pour les mettre en relation avec Séverine. Et en fait, ils ont tous répondu à l'appel. Donc c'est chouette parce qu'en fait, les gens sont très sensibles à ça et se disent, ils savent en fait qu'on traverse aussi en ce moment une crise. Et du coup, ils ont hyper envie d'aider les gens. Et donc voilà, là, elle a eu plein de rendez-vous physiques ou téléphoniques ou par visio, mais en tout cas, je pense que ça va l'aider soit à confirmer, soit à se dire oh là là, c'est pas du tout pour moi. Une fois que j'ai fait tous ces échanges, je passe à autre chose. Mais en tout cas, c'est top de pouvoir faire ça et je le ferai volontiers avec d'autres personnes si ça se représente. C'est hyper important. Bah merci beaucoup en tout cas, c'est précieux. Ouais, bah non mais avec plaisir. Enfin encore une fois, on n'a pas tous le réseau, les opportunités, et puis c'est dur en fait d'aller toquer à la porte quand tu connais personne parce qu'en fait, c'est pas que ça part d'un mauvais sentiment, mais les gens en fait, ils sont noyés dans leur activité, ils travaillent beaucoup, etc. Et quand tu reçois un mail de quelqu'un que tu connais pas, ben parfois tu réponds pas, etc. Et c'est un peu dommage. Alors que là, ben voilà, ça facilite l'introduction, l'échange et c'est chouette. Et concrètement, là, c'est quoi le plan d'action que tu as commencé à dérouler pour lancer ton activité? T'en es où? Alors ma particularité, c'est que je suis extrêmement impatiente. Et puis surtout, c'est vrai? je te jure. Et surtout très lucide aussi sur ce qui m'attend, c'est-à-dire reprendre une formation en fait quand t'as passé 40 ans et que t'es sorti en fait de ce mode d'apprentissage où t'es à l'école et t'apprends plein de choses. Franchement, c'est pas simple. Donc je me suis dit bon, je veux commencer à me former pour confirmer que ça me plaît, tout ce que je vais devoir faire. Et puis 2, je veux pas arriver dans la formation en étant complètement vierge de tous les sujets et de rentrer chez moi le soir en étant hyper stress parce que je me dis là, tout ce que j'ai à ingérer, ça va être compliqué, etc. Donc en fait, avant même d'avoir trouvé la formation, j'ai commencé à prendre des cours de dessin avec une artiste qui m'a vraiment formée sur le dessin, perspective, etc., mobilier, voilà. Pour déjà commencer, tu vois, à savoir dessiner, apprendre vraiment toutes les bases du dessin. Ensuite, j'ai fait 2 formations, une sur un logiciel 2D qui s'appelle AutoCAD, une sur un logiciel 3D qui s'appelle SketchUp. Ça, je l'ai financé avec mon CPF. Il me restait pas mal de CPF, donc j'ai pu le financer grâce à ça. Sauf que autant te dire que apprendre des logiciels en une semaine, c'est quand même hyper hardcore et puis c'est quand même assez technique, donc tu maîtrises pas un logiciel comme ça. Du coup là, depuis quelques temps, j'ai trouvé une étudiante elle est libanaise, elle a fait 3 ans d'archi au Liban, elle fait une dernière année d'archi à l'école de la Villette.
Et du coup, elle m'aide, en fait, elle me donne des cours particuliers 2 heures par semaine pour arriver à modéliser des projets. Parce qu'en fait, j'ai commencé déjà à faire des petits projets pour mes proches. Donc là, je refais une salle de bain et 2 toilettes chez quelqu'un. Et c'est chouette parce que ça me plaît vachement, et du coup le fait de maintenant savoir un peu dessiner, le modéliser, faire des rendus réalistes et tout, c'est vraiment chouette. Et en parallèle, donc, il fallait que je trouve une formation pour vraiment apprendre le métier et pouvoir me lancer de manière professionnelle. Et en fait, je vais faire la formation du Greta à l'école Boulle. C'est une formation en fait qui dure 7 mois, donc tu as 5 mois de cours et 2 mois de stage. Alors je suis bien consciente que ce sera pas aussi complet que 5 ans d'études, mais en tout cas les gens qui ont fait cette formation ont pu se lancer sans problème derrière, que ce soit à leur compte ou de manière salariée. Mais en général, c'est plutôt à leur compte, puisque c'est plutôt destiné à des adultes de 35-45 ans, et c'est pas du tout des jeunes qui font cette formation. Et du coup, j'ai hâte de la démarrer. Donc franchement, j'ai vraiment hâte d'emmagasiner tout ça, mais en tout cas d'avoir déjà fait toutes ces formations, j'adore ça. D'ailleurs l'étudiante qui me donne des cours de sketch, elle me dit ah là là, mais tu vas progresser hyper vite, t'adores ça, ça se sent, ça se voit, enfin elle me dit donc voilà, tu vas y arriver. Mais du coup je suis plus confiante et plus sereine maintenant d'aborder la formation où je vais apprendre tout ça, parce qu'ils vont m'apprendre ces logiciels que j'ai déjà commencé, et ils vont m'apprendre aussi le dessin, mais au moins je pars pas de zéro, quoi. Donc ça me rassure, et c'est super de faire des formations comme ça à destination des adultes qui veulent se reconvertir. Et j'ai pas la prétention de dire que je vais être aussi bonne que quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, mais il y a 1000 façons d'exercer un métier, et je pense que j'ai une place à trouver aussi, même si le marché est déjà bien, comment dirais-je, fourni, mais il y a de la place pour tout le monde en fait, parce que t'as 1000 façons d'exercer le métier. Et puis après, c'est une patte que tu as aussi, le goût, ça s'apprend pas, ta sensibilité artistique, ça s'apprend pas. Et donc voilà, j'espère que j'aurai quelque chose à proposer qui soit un petit peu différent et qui fera que les gens auront envie de faire appel à mes services. Ouais, donc c'est ça que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait mais attends, c'est bouché, des archis d'intérieur, c'est à la mode, il y en a 1000, qu'est-ce que Et c'est vrai, et je comprends d'ailleurs cette remarque que j'ai eue par des gens qui me connaissaient pas mais qui avaient vu mon témoignage et qui me disaient oh là là, mais j'ai l'impression que tout le monde se reconvertit en archi d'intérieur. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a de la place pour tout. Enfin, en fait, et puis tout dépend ce que tu as envie de faire. Moi, par exemple, j'ai envie de faire de la rénovation d'appartements, de maisons, en tout cas pour commencer, plutôt des choses un peu haut de gamme, parce que j'aime les belles choses, j'aime le travail bien fait, j'aime pouvoir travailler des belles matières, tu vois, faire un peu de sur-mesure aussi. T'as des gens qui ont juste envie de faire du coaching déco, du homestaging, etc. Moi, ce sera moins mon truc. Et puis, en fait, t'as tous les styles. T'as des gens qui font des trucs extrêmement pointus, ultra épurés, où tout est blanc, rien dépasse. T'as des gens des archis d'intérieur qui proposent des choses extrêmement, avec une déco extrêmement forte, mélange d'imprimés, de matières, enfin, t'en as pour tous les goûts et tous les budgets, et il faut juste arriver à trouver sa place. Mais c'est clair qu'il faut arriver à trouver, à raconter aussi son histoire. Tu vois, moi, je crois vachement à ça. Je le faisais beaucoup chez Instagram, et mon passé de communicante va m'aider à ça. C'est je vais raconter ma propre histoire, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, et j'ai envie de via ce que je vais proposer aussi de créer de l'émotion, mais qui va résonner chez la personne qui m'a demandé de travailler pour elle, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, voilà. Et puis en fait, quand t'as envie, quand t'as la niaque, quand tu fais ça avec le cœur, je pense que les gens ils le sentent aussi très vite. Non mais c'est vrai, enfin tu vois, quand tu sens que quand t'as quelqu'un qui est passionné en face de toi, voilà, je pense que ça fonctionne aussi. Et puis c'est du feeling, hein. Enfin, on va pas se mentir, il y a beaucoup aussi d'humain en fait dans l'architecte d'intérieur, parce que il y a beaucoup de psychologie. Quand je vais rencontrer les clients, je vais leur poser beaucoup de questions sur eux, sur leur façon de vivre, sur voilà, tu proposes pas les mêmes choses et tu t'adaptes. Donc je pense que les gens, s'ils ont vraiment envie de faire ça, faut qu'ils se lancent. C'est pas un marché qui est oversaturé. Voilà. Et c'est un marché qui a été aussi démocratisé justement encore plus avec le confinement, parce que quand tu passes X mois chez toi, tu te dis OK, ouais, là je vais investir et j'ai envie de me sentir bien, et comment je peux optimiser l'espace. On sait que par exemple les archis d'intérieur ont été extrêmement sollicités pour intégrer des bureaux à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés en télétravail ou qui ont monté leur entreprise, etc. Et voilà, donc en fait il y a un vrai marché, quoi. Et d'ici est-ce que tu finisses ta formation et que tu trouves ta clientèle et que ça fonctionne et que tu sois rentable? Ouais. Comment, d'un point de vue pragmatique, comment tu t'es organisé?
Écoute, déjà donc j'ai quitté mon entreprise et donc je vais bénéficier du chômage parce qu'en fait aujourd'hui Pôle emploi t'accompagne quand tu as un projet de reconversion et de création d'entreprise. Donc j'ai validé tout ça avant de quitter mon entreprise pour pouvoir être sûre d'avoir un salaire, le temps de me former et de démarrer mon activité. Et donc c'est ça aussi qui va me permettre, tu vois, de démarrer, on va dire, sereinement. Et puis après, à moi de faire en sorte de trouver, des premiers chantiers. Puis au départ, tu démarres petit parce que tu démarres, etc. Mais les premières personnes à te faire confiance, c'est tes proches ou les copains de tes copains, etc. Et puis après, en fait, c'est le bouche à oreille. Et puis c'est Instagram aussi parce que c'est extrêmement puissant pour pour tous ces métiers, tous les métiers visuels. Instagram prend une place hyper importante et il suffit que quelqu'un repère ton travail, ce que tu fais et voilà. Et après, effectivement, je sais que les premières années, le salaire va pas être conséquent, mais c'est pas grave. En fait, je suis tellement contente de démarrer ce métier, de m'épanouir là-dedans que je suis prête à faire des sacrifices, de partir moins en vacances, etc. C'est pas grave. Faut juste accepter, en fait, de savoir ce que tu veux vraiment et accepter de faire des sacrifices parce que tu peux pas tout avoir, ça c'est sûr. Mais je suis très contente et je me sens vraiment à ma place, quoi. Donc, pas de regret. Ça se lit sur ton visage. Et d'ailleurs, tous les experts avec qui j'ai échangé, et j'ai fait en sorte aussi d'échanger avec des experts qui avaient eux aussi, pas tous, mais une partie s'était reconvertie, et il y en a aucun qui regrette. Et parfois, même en rencontrant des entrepreneurs, ils m'ont dit « Ah là là, mais t'es sûr, c'est dur » et ça. Je dis « Mais et toi, est-ce que tu regrettes ?» Ah bah pas du tout. Je dis « Bon bah voilà. » En fait, c'est tout ce que je voulais entendre, c'est que personne n'a de regrets. Donc c'est ça qui compte, quoi. Qui aide à se projeter et à se dire « Ok, en fait, t'en as aucun qui s'est resalarié derrière, donc c'est quand même bon signe. » Et en parlant de regrets et de se projeter, j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que la Mélanie de 80 ans, on va dire, se dise en regardant dans le rétroviseur par rapport à ton parcours professionnel et puis ce qui en découle aussi sur le plan personnel? Écoute, j'espère juste me dire, j'ai pas de regrets, j'ai tenté, que ça ait marché ou non. Je crois vachement en ma capacité aussi à rebondir si ça devait ne pas marcher, donc je suis pas très inquiète. En fait, je trouve que aussi la vie elle est faite de rencontres, d'opportunités, et tout s'est fait un peu tout s'est enchaîné de manière assez fluide dans ma carrière, etc. Quand j'en avais marre d'un job, je faisais une rencontre, ça découlait sur un autre job, etc. Et en fait, je me fais vachement confiance. Et à 80 ans, j'espère juste regarder derrière moi et me dire « Ah, c'est chouette, j'ai réussi à accomplir quelque chose de chouette. » J'espère aussi, vraiment, ça c'est un truc qui me tient à cœur, avoir réussi à aider les autres. C'est aussi pour ça que dans le parcours chance, je disais « J'aime transmettre ». C'est pas tant enseigner au sens... stricto sensu, mais c'est plus j'espère, tu vois, aider les autres, encourager les autres, et j'espère que j'ai pas du tout envie de faire un truc égoïste ou tu vois, qui me glorifie, etc. Mais j'espère que j'aurai réussi à aimer ce que je fais, tu vois, pour me dire ah là là, putain, mais j'ai passé les 20 dernières années à bosser, là c'était génial et je me suis éclatée, même s'il y a eu des galères et tout, c'était quand même chouette et je suis fière de moi. Et deux, de me dire tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour la communauté et les gens qui m'entourent ou non d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour les autres, parce que c'est ça qui te donne le plus de fierté, quoi. C'est ce dont je suis le plus fière d'ailleurs de mes années chez Instagram, c'est vraiment d'être arrivée à si j'ai pu rendre le monde un peu meilleur grâce à certaines actions, je suis trop fière, et j'ai pas l'impression de sauver des vies ou tu vois d'avoir changé le monde, mais voilà, le peu de choses que tu peux faire pour les autres, c'est vraiment chouette, quoi. C'est déjà ce que tu fais aussi avec la communauté chance, avec ton investissement dans le collectif. À mon tout petit niveau, voilà. Oui, mais tu vois, j'espère vraiment faire plus, et je discutais d'ailleurs avec une archi d'intérieur très sympa qui a fait la même formation que moi, qui cartonne aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans qu'elle a lancé son agence et tout. Et elle recrute beaucoup de personnes qui se reconvertissent, parce qu'elle dit en fait je me revois moi, et puis elles ont la niaque, en fait elles ont vraiment la niaque, puis elles ont un truc en plus parce qu'elles ont un passé autre, et ça vient apporter une pierre à l'édifice, et voilà. Et donc j'espère, tu vois, aider à mon tour des gens peut-être qui se reconvertiront, qui auront besoin de moi sur d'autres choses, donc voilà, je serais contente de pouvoir faire ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Philippine. Merci, Chance, pour l'invitation. C'était un bel échange. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles
et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.